sexuels pour établir leur profil type. Véronique, tu nous parles d'un sujet qui n'est pas facile à aborder, les agresseurs sexuels. Oui, ça vient nous chercher dans nos tripes. Il y a des chercheurs d'ici qui veulent regarder dans les cerveaux des agresseurs sexuels pour mieux les traiter. Et puis peut-être les empêcher d'agir. Et c'est ça le but. Chaque semaine, on nous rapporte des histoires sordides d'agressions sexuelles. Un entraîneur sportif qui séduit des jeunes, un pédophile qui harcèle des enfants, un agresseur sexuel qui attaque ou tue ses victimes. La liste semble interminable. Lorsque l'on tente de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces criminels, on fait face à un mur. Des chercheurs québécois croient qu'une partie de la réponse se trouve dans leur cerveau. Je rencontre différents types de problèmes d'agression sexuelle. Alors, ça peut être en rapport avec des enfants, les agressions sexuelles d'enfants, de femmes. Monique Tardif est clinicienne en psychologie à l'UQAM. Elle est convaincue qu'il faut définir les profils des agresseurs sexuels afin de mieux adapter les traitements. Actuellement, on mesure les effets de traitement davantage avec le taux de récidive, ce qui est une mesure fort limitée et qui nous amène à devoir attendre plusieurs années avant de vérifier l'efficacité du traitement. On peut faire mieux qu'attendre la récidive, pense Monique Tardif. Elle s'associe donc à une équipe de neuropsychologues de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui détient des outils pour vérifier ce qui se passe dans le cerveau des agresseurs sexuels. Un de leurs défis est de démontrer la distinction entre pédophiles et agresseurs d'enfants. Une autre des raisons pour lesquelles il est si difficile de traiter, de prévenir, d'enrayer même la pédophilie, c'est qu'il y a différents types d'agresseurs sexuels d'enfants. Christian Joyal est à la tête de cette équipe de chercheurs. Il croit que le cerveau des agresseurs sexuels d'enfants fonctionne différemment de celui des pédophiles. Donc, l'agresseur sexuel d'enfants diffère à plusieurs égards du pédophile, en particulier sur le fait que cette personne-là va avoir agressé un enfant, mais peut avoir aussi agressé sexuellement une femme adulte, ou peut avoir agressé physiquement quelqu'un d'autre, puis avoir un long casier judiciaire. Le point commun habituellement de ces agressions-là, c'est l'impulsivité. Qui distingue l'agresseur du pédophile. Car selon les chercheurs, le pédophile a moins tendance à être impulsif. Il planifie ses actes longtemps à l'avance, alors que l'agresseur, lui, agit sous l'impulsion du moment. Pour départir les agresseurs des pédophiles, les chercheurs vont d'abord tester leur impulsivité dans un environnement virtuel. L'environnement nous permet d'inclure des stimuli à gauche, à droite, qui sont des distracteurs. Donc, on va tenter d'attirer son attention pendant qu'elle fait la tâche qu'on lui demande de faire, justement pour mesurer ça. C'est comme ça qu'on voit l'impulsivité grâce au virtuel. En sachant maintenant si le patient est impulsif ou non, les chercheurs passent à une autre étape, celle de déterminer ses préférences sexuelles. Il y a un autre avantage, selon moi, à utiliser des tests de neuroimagerie en général, puis d'électroencéphalographie en particulier, c'est qu'effectivement, lorsqu'on veut départager les gens qui sont véritablement pédophiles de ceux qui sont plutôt des délinquants sexuels généraux, le cerveau ne ment pas. Et pour y arriver, Christian Joyal se sert d'une série d'électrodes qu'il installe sur la tête des sujets. Premièrement, il faut savoir que électroencéphalographie, c'est la mesure de potentiel électrique, c'est donc l'électricité qui est générée par les neurones qui sont les cellules du cerveau. Mais on mesure plus particulièrement l'électricité qui est générée par l'activité cérébrale corticale. Ensuite, il va présenter des images virtuelles à caractère sexuel à l'individu. Donc, ce qu'on mesure, nous, c'est le changement dans l'activité électrique lorsque la personne est mise dans une situation sexuellement attirante. Et au lieu de demander à la personne ce qu'elle en pense de son attirance sexuelle, je vais demander à son cerveau. Un des circuits cérébraux qui gèrent l'excitation sexuelle se trouve à l'arrière du lobe frontal, qui s'active à la vue soit d'un homme, d'une femme ou d'un enfant, selon les préférences de chacun. Si je montre un objet, un enfant par exemple, en réalité virtuelle, à quelqu'un qui n'est pas attiré par les enfants, son cerveau ne réagira pas comme quelqu'un de l'attiré. Donc tout de suite, ça va être un outil que je crois inestimable pour évaluer
l'attirance vers les enfants en partant. C'est encore une fois le cerveau qui va me dire. Le cerveau ne ment pas, disent les chercheurs. Mais ils ajoutent un morceau de plus à leur puzzle, le mouvement de la pupille qui est également très révélateur. On mesure la dilatation de la pupille. Lorsqu'on regarde un stimulus qui est intéressant, la pupille se dilate, pouf, en une fraction de seconde. Donc si on ajoute la dilatation de la pupille, le regard qui est insistant sur le stimulus, quel qu'il soit, on a une très bonne idée de ce qui intéresse la personne. Avec tous ces éléments en main, les chercheurs espèrent pouvoir créer des outils pour mieux identifier les différents types d'agresseurs. Tout ça dans le but de leur donner de meilleurs traitements. Le but ultime, ce serait de pouvoir se servir de ces mesures-là pour aider les cliniciens en thérapie et donc pour aider le traitement, éventuellement. Par exemple, si on est face à quelqu'un qui est impulsif puis qui n'a pas des fantasmes sexuels centrés sur l'enfant et qu'on peut démontrer qu'il y a d'autres caractéristiques bio-psychosociales, on peut aider le clinicien à focaliser son traitement sur ces caractéristiques-là. Une des qualités d'avoir des indicateurs sur les variables neuropsychologiques nous permettrait d'avoir des indicateurs des effets du traitement au fur et à mesure que le traitement progresse. Et ça nous permettrait à ce moment-là d'ajuster les traitements et éventuellement de prévenir d'autres abus. Véronique, l'approche dont on a parlé dans le reportage, ça va peut-être permettre éventuellement d'adapter les traitements en fonction des différents types d'agresseurs sexuels, ce qui n'est malheureusement pas le cas en ce moment. Non, c'est pas le cas. À l'heure actuelle, les agresseurs d'enfants et pédophiles sont traités de la même façon, même psychothérapie, même médicaments. Et les chercheurs d'ici disent ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas traiter un agresseur d'enfant qui, lui, agit sous l'impulsivité, l'alcool, comme un pédophile qui planifie longtemps à l'avance et qui en a que pour les enfants. Est-ce qu'il existe en ce moment une façon d'identifier ces différents types d'agresseurs sexuels? Oui, il y a une certaine forme de typage qui est basée sur les profils psychologiques, des profils sociaux qui sont connus. On insère ça dans des grilles statistiques pour comprendre un peu à qui on a affaire. Mais selon les chercheurs, ça demeure quand même flou comme évaluation. Alors, si on pouvait se baser sur un profil cérébral, on aurait là un outil beaucoup plus objectif. Et ce que les chercheurs disent, c'est que l'avantage aussi, c'est que ça permettrait de retourner pendant le traitement pour voir dans le cerveau des agresseurs, pour voir si le traitement agit. Faire un suivi sur les mécanismes du cerveau. C'est ça, un suivi. Et puis peut-être détecter ceux qui essaient de tricher. C'est absolument ça, Pierre. Merci beaucoup, Véronique.